Élevé, le podcast de l'heure, vous savez déjà, propulsé par les studios We Will Production. En commandite, comme d'habitude, avec We Munch, les snacks exotiques. Peu importe ce que vous voulez, on l'a. On restock chaque mois, chaque semaine. Là, on a de nouveaux produits qu'on parle. Je voulais parler un peu de cette semaine, justement. Moi, c'est le Cats avec Tony. Yes, sir. Puis je voulais savoir, Tony, là, cette semaine, tu me dis, là, t'as été à la pêche, je pense, avec des boys, tu m'as montré la photo, là, tabarnak, c'est un esti de poisson, ça, c'est quoi? Ouais, fait que shout out à mon boy Mitch qui m'a fait pêcher ma première carpe. Écoute, j'étais pas préparé mentalement à ça, for real. Là. Quand il y avait, dans le fond, comment ça fonctionne, grosso modo rapide, t'as 3 lignes, fait qu'il y a 3 cannes à pêche sur des stands, puis il y a comme un sensor, dans le fond, qui tient sur le fil. Puis là, dès qu'il y a un poisson qui mord à l'hameçon, ben là, dès qu'il va, exemple, s'en aller, puis il y a l'hameçon, ben ça va commencer à faire bibi! Fait que là, on est arrivé là, je pense, 15 minutes après, ça avait mordu. Fait que là, mon chummy, il a dit, hey, toi, t'as jamais pas. Mitch, il a dit, hey, toi, t'as jamais pogné de poisson? J'ai dit, non, ben, pas de poisson, mais de carpe. J'ai dit, non. Il dit, viens-t'en, viens-t'en. Puis là, il me montrait ça, puis tout avec des cannes de genre. C'est presque des cannes de 9 pieds, je pense. Puis là, il m'expliquait comment faire, puis mettre la canne où je devais la mettre, etc. Parce que, tu sais, moi, faut dire qu'à l'habitude, je pèse du petit poisson, là. C'est pas des gros poissons, là. Fait que c'était vraiment cool, là. J'ai réussi à le ramener, l'amener dans le filet. Puis tout, c'était un fight de genre 10 minutes, là, avant de sortir le fish, là. 10-15 minutes, là. Ah ouais, Fait ça se que- débat, là, ça, quand c'est rendu des gros poissons de même, là, c'est pas du petit crapet soleil. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis il faut que tu fasses attention parce que c'est des carpes, fait qu'ils ont la bouche fragile, fait que tu dois pas donner trop de gros coups, tu sais. Fait que là, après, tu ramènes. Après, le fish, on va dire qu'il décide à repartir. Mais là, le frein de ton moulinet, faut qu'il soit un petit peu lousse aussi pour donner du lousse. Fait que là, la ligne, elle part. Puis là, le poisson, il repart. Fait que c'était quand même un gros challenge. Puis ça se prend où? Ça doit être différent, j'imagine. Là. Je suis pas un gros pêcheur, mais Ben, je sais honnêtement- que les courants d'eau, les rivières, les lacs, là, comme ça, une carpe, c'est où tu trouves ça? Honnêtement, c'est une très bonne question. Là. Nous, on était partis quand même là, pas mal loin, là, dans le coin presque de l'Ontario en tant que tel. Là. Puis, tu sais, je connais pas vraiment les spots de pêche à la carpe parce qu'il faut dire que c'est quand même un poisson c'est comme presque comme de la chasse. Là. Faut vraiment que tu t'assures que tu l'attires, que tu mets. Des leurres, quelque chose? Ouais, ben Des dans le fond, c'est pas des appâts, beaux mais- montages que t'as. Tout est vraiment dans la technique avec ça. Là. Fait que c'est un beau, c'est une belle pêche, puis c'est différent pas mal de toutes les autres pêches en tant que telles. Là. Ouais, Faut c'est vraiment ça. que tu aies des moulinets genre d'eau salée, là, mais comme les moulinets de mer, là, parce que c'est Ça quand tire. même, ouais, je veux dire, la mienne, je pense qu'elle était 26 livres et demi, là, que j'avais pogné. Fait que c'était quand même lourd, là, quand ça tire sa ligne. C'est quand même un fight, man. Puis comme là, mettons, en Ontario, c'était-tu un lac? C'était-tu une rivière? Ben, c'était au Québec, mais c'était près de l'Ontario en tant que tel. Mais c'est des petites rivières, là, des genres de petites baies là, où c'est tranquille Ok. en tant que tel. Là. C'était quand même, pour de vrai, c'était vraiment une bonne première expérience. Là. J'ai vraiment fait shout-out Mitch pour de vraiment C'est ça, shout-out. parce que c'était la première fois que tu allais pour la carpe. Tu pêches souvent, mais ça, C'est là, ça. c'était différent. Là. Puis une carpe, on s'entend que tu pêches pas ça comme ça. Ben, tu peux en pogner une si t'es vraiment, vraiment chanceux, mais tu sais, c'est des poissons de fond, fait que ça tête le fond, etc. Tu peux pas pogner ça. C'est sûrement du monde qui ont déjà en pogner, là, mais avec des poissons nageurs, là, qu'on appelle, genre des rapalas, là. Ouais. Tu sais, c'est super rare de pogner ça avec ça. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu aies comme l'équipement nécessaire, puis toutes les appâts nécessaires, etc. aussi. C'est quand même beaucoup de préparation là, en tant que tel. Là. Nice. Ouais. Puis, t'as-tu vu ça passer dernièrement? Là? Je voyais ça sur les réseaux sociaux. On parle du coq à l'âne, là, mais ça me trottait dans la tête. J'arrête pas de voir ça. Là. Tout le monde parle des sacoches d'hommes. Là. C'est la grosse affaire. là. Les nouvelles lois, là, ils sont rendus qu'ils peuvent fouiller ça, regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Là. Toi, tu portes ça, sacoche d'homme? Non, non, vraiment. pas de Mais sacoche. il y en a une méchante gang de fraudeurs, en tout cas, là, que c'est leur petit style. Il y en a qui Ouais. cachent des outils puis ils travaillent pas dans la construction. Fait que là, Ouais. ça sème la zizanie un petit peu là-dedans. Je
pense que le monde sont stressés. Ils vont devoir changer de style ou retourner aux pants baggy comme dans mon époque quand j'étais jeune. Pantalon de construction. Chris, nous autres, on allait au dépanneur, des 1,15 litres, là, des Cold 45 ou des grosses quilles en haut d'un pantalon, puis tu mettais ton pantalon dans ton bas, comme ça, quand elle glissait, elle sortait pas. Des bons vieux trucs. Vous irez regarder ça pour les plus jeunes. Augmentez le size de vos pantalons. Vous serez surpris qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans. C'est la leçon du jour. Mais ouais, c'est ça. Je voyais que sur les réseaux sociaux, là, ça arrêtait pas de passer cette semaine. Je pense qu'il y a eu un cas là, qui est allé en cours puis qui avait un outil en tant que tel dans sa sacoche. Puis là, c'était allé en cours. Puis là, il y avait une grosse controverse parce que là, beaucoup de monde porte ça, les sacoches d'hommes. Puis, c'est ça. C'est une bonne place pour dissimuler des affaires mystérieuses. Fait que là, ils ont réussi à passer une loi là, avant que tu n'avais pas le droit de les fouiller. Mais là, tu as le droit. Mais je pense qu'ils ont rajouté là-dedans s'ils ont... Ils sont pas cadenassés, genre. S'il n'y a pas de lock sur la sacoche en tant que tel. Même principe avec le coffre à gants, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'ai vu quelqu'un rajouter. Sinon, à la base, ce qu'il parlait, c'est que, dans le fond, il faut qu'il y ait un motif pour le fouiller. Mais, tu sais, leur motif, c'est quoi, là? C'est genre... le monde disait que c'est des préjugés, là, mais ils ont mis un mot, je me rappelle pas c'est quoi le mot exactement, mais si ils pensent que tu pourrais avoir quelque chose de compromettant, ils ont le droit de fouiller. Mais c'est quoi qui change de quelqu'un qui pense qu'il pourrait avoir de quoi à quelqu'un qui pense pas? La ligne est fine. Exactement. Non, c'est sûr, parce que là, ils vont dire « Ah ouais, mais là, on regarde ta sacoche, on dirait qu'il y a un objet lourd dedans. » Ouais, mais je veux dire... Il y a juste à répondre, ben oui, monsieur officier, j'ai les poches pleines, moi. Mon portefeuille est plein et lourd. Là. C'est pas parce que je suis payé 45 000 par année comme un policier que il y en a qui font plus, là, tu sais. 100%. Ça les fâche. Ça les fâche. 100%. Les belles voitures, tout ça, des fois, ça leur donne... Ils ont juste le goût de t'arrêter. C'est un peu le même principe avec les beaux chars avec les fenêtres teintées là, ou les mags, là, tu sais. C'est comme pas un préjugé, c'est pas le bon mot, là, mais... un critère, là, un genre de critère. Bon, le gars, il a des beaux mags, il a des vitres teintées. On va aller l'interpeller. Ça les énerve. Quand tu réussis dans la vie, puis que t'as pas l'air de faire un 9 à 5, comme on dit, là, ça les énerve, ils aiment pas ça. Ouais, malheureusement. Tu sais, on parle pas de tous les policiers, bien évidemment. C'est comme dans tous les corps de métier, toujours du monde qui savent, tu sais, gager entre... leur libre arbitre, je pense que c'est ça aussi, là, c'est d'avoir le libre arbitre dans tout ça pour un policier. On va dire, si le policier il a un bon libre arbitre, il va être capable d'une certaine façon ou d'une autre d'être peut-être pas nécessairement impartial, parce que la police a souvent un parti pris, c'est du côté du gouvernement, du côté de la police, bien évidemment. Mais à un moment donné, c'est bon d'avoir un point de vue objectif sur la cause en tant que telle, parce que veut pas, tu sais, c'est quand même... surtout que sur ton auto, quand c'est marqué protéger et servir les citoyens... 100%. C'est bizarre quand après ça, c'est pas ça que tu fais. Marque-les pas, sinon c'est l'auto. Non, moi, exactement, je suis pas dans le mensonge. Si tu veux faire quelque chose, vas-y à 100%, mais fais-nous pas croire d'autres affaires. Mets pas ton logo sur ton char. Protéger, servir, ouais. Je suis d'accord avec toi, 100%. Puis tu sais, c'est ça que je voulais dire. Le policier, il doit faire appel à son bon sens aussi d'une certaine façon. T'sais. Moi, j'ai eu un ticket justement il y a pas tant longtemps, là, puis la police elle m'arrête, puis, elle me disait, je t'ai pogné au radar à 115, mais tu faisais 125. Puis après, moi, dans le fond, le réflexe que j'ai eu, c'est que j'étais en train de rouler, c'était 2 voies, dans le fond, j'étais sur la voie de gauche, puis je roulais à peut-être 115, 120. Puis déjà là, j'ai pas à faire dans la voie de gauche, je dois me tasser. Il faut que je dépasse le char en avant de moi qui roule peut-être, on va dire, à 118, 119. Puis là, je vois, il y a 2 chars de flics qui arrivent derrière moi à toute vitesse. Mais le premier réflexe que j'ai, c'est d'accélérer pour passer le gars qui roule à 120 à côté de moi, le pick-up, puis pouvoir laisser les 2 policiers passer. Cherry ou pas, je me suis pas posé la question. T'as 2 chars qui arrivent derrière toi au fond Léon, en cas de doute, gaz au bout, comme on dit. Mais peut-être pas gaz au bout dans ce cas-là, là, sinon j'aurais eu un vrai ticket, là, mais whatever, tu sais. Puis là, après, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, tu faisais 125. Puis en plus, tu sais, je l'ai dit aux policiers, mais la seule raison pourquoi j'ai accéléré subitement à 125, c'est parce que vous êtes arrivés les 2 derrière moi, puis on n'était
dirais pas c'est Cherry, ouais, mais tu sais, à un moment donné, c'est le gros bon sens, je pense. Tu sais, faut qu'ils fassent preuve d'une certaine façon tu sais, ils doivent pas laisser toujours le juge trancher par rapport à ça, parce que là, tu fais perdre du temps au juge, donc tu fais perdre de l'argent à l'État, tu fais perdre de l'argent. C'est qui l'État? Ben, c'est nous, les contribuables, en bout de ligne. Fait que là, tu sais, c'est ça le problème en tant que tel. Mais c'est une roue, c'est une business, c'est une gamique. Oui. Là. Tant que ça roule, eux autres, ça fait travailler les avocats, les juges. Tu sais, c'est un gros roulement, là, tout ça. Puis oui, je comprends ce que tu veux dire sur l'autoroute. Là, je faisais le dépassement, il était à 118. Mais à la base, c'est supposé d'être 100 À la sur limite, l'autoroute. 100%. Au-dessus de 100, c'est comme un droit acquis. Genre, c'est nébuleux. On a le droit, mais jusqu'à quel point, exact. Puis tu sais, moi, je me dis, donne-moi mon ticket de 115, puis c'est correct, là, tu sais, mais donne-moi pas un ticket à 125 parce que je t'ai vu arriver au fond Léon derrière moi. Puis tu sais, il y a quelque chose aussi qu'il faut calculer, puis ça, c'est peut-être, moi, j'ai vu ça parce que ça, c'était mon premier ticket, j'ai pris ça à cœur, m'a donné un autre ticket parce que j'avais oublié de signer mon papier d'immatriculation en tant que tel. Ça, c'est ma bad, OK, c'est ma faute. Mais tu sais, je me dis en même temps que, tu sais, il aurait pu faire preuve d'un peu de compassion, là, un peu de clémence là, en tant que tel, en disant, ouais, mais tu sais, OK, je comprends la situation, blabla, mais non, ils ont décidé quand même de le donner à 125. Puis, tu sais, moi, en bout de ligne, je m'aurais dit, il m'aurait donné un ticket à 115, ça m'aurait pas plus dérangé que ça, mais qu'est-ce que tu veux, des fois, il y a des policiers, man, tu sais, surtout en termes de quand il te pogne pas au radar, là, parce que lui, il m'a pogné à une vitesse, tu sais, avec son odomètre, dans le fond. Donc, sur son dashboard, vous voyez, je roulais à cette vitesse-là. Puis souvent aussi, une chose qui va peut-être jouer en ma faveur, c'est que il y a vraiment une tactique pour faire ça en tant que tel. La police a vraiment une procédure standard à suivre le véhicule pendant. Là, je veux pas m'avancer. Qu'est-ce que je dis, c'est pas. C'est un peu de l'information que j'ai eue sur Reddit. Fait qu'est-ce que c'est sûr à 110%, je sais pas. Mais de qu'est-ce que j'avais compris, il faut que le policier suive sur un certain nombre de kilomètres, à peu près 1 ou 2 kilomètres, qui garde une certaine distance du véhicule, puis qui roule à cette vitesse-là pour identifier vraiment que la personne, hors de tout doute, raisonnable, est en train de faire cette vitesse-là en tant que telle. Parce qu'ils n'ont pas d'outils pour le mesurer exactement. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. Il y a eu le ticket, mais bon, on va voir ça parce que moi, j'ai quand même contesté mon ticket à 125. Je me suis dit, je vais faire valoir mes talents de vendeur et d'orateur en tant que tel parce que je pense que... Tu as le droit de te défendre. Hein? Regarde, la course est là pour ça. Là. Il y en a bien qui vont pas la plupart du temps, mais tu as le droit d'aller te défendre. C'est un droit qu'on a ici, contrairement aux États-Unis. Ici, tu es non coupable avant d'être jusqu'à preuve du contraire, avant d'être jugé coupable. Puis aux États-Unis, si je me trompe pas, c'est le contraire. Ils sont coupables jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas si aux États-Unis, c'est tous les États comme ça. Je suis pas sûr. Je pense que c'est en Angleterre. Okay. Moi, de ce que je me souviens, le système judiciaire en Angleterre est comme ça. Après, je sais pas pour les autres pays. Je sais pas pour les States non plus. Je suis pas sûr. Mais ouais, c'est quand même un droit qu'il faut faire valoir en tant que tel. Puis, tu sais, je veux dire, je suis quand même généralement un bon vendeur. Je fais ça dans mon 9 to 5 aussi, tu sais. Puis, je pense que la vente, vraiment, c'est quelque chose, c'est un skill que vraiment tout le monde devrait apprendre en tant que tel. Tu sais, plus loin que ça, oui, la vente, mais la vente, ça part d'où? C'est l'art de la communication. 100%. C'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ben oui. La communication, ça va loin. Tu peux, dans un couple, c'est probablement la base. Dans un projet, dans une équipe, quand tu as un but commun, une équipe de sport, peu importe quoi, la communication, c'est ça, c'est la base. C'est là que tu passes, t'es capable de parler avec tes collègues de travail ou tes coéquipiers pour un certain projet. Ou en vente pour vendre un produit, c'est tout un peu la même chose. C'est la manière que tu articules, la manière que tu amènes ton point de vue, puis que tu le mets sur table pour que l'autre personne le voit, le comprenne de la même manière que toi, du moins le mieux possible. C'est ça l'art de la conversation. C'est ça. Puis, tu sais, la vente, ça rejoint beaucoup de points aussi là-dessus parce que tu te dis, tu sais, la vente, c'est de faire valoir son point. Puis d'accorder ça avec la personne en tant que telle. Fait que, c'est exemple, tu sais, justement, un vendeur de char, ben, il va amener des faits pour que la personne se rapproche le plus possible de la même, pas réalité, mais la même vérité que l'autre personne. Fait que je vais réitérer dans le sens que si, exemple, le vendeur va dire « Ah, ce véhicule-là, c'est un des véhicules les plus fiables sur le marché en tant que tel. Il a gagné certains prix, etc. » La personne, au bout de la ligne, ça fait juste plus de sens dans sa tête parce que si elle s'en va, exemple,
je veux pas dire que Toyota, c'est les meilleurs chars et que c'est plus fiable parce qu'en bout de ligne, c'est quels sont les chars vraiment les plus fiables là, en tant que tels. Là. Mais on va prendre ça comme exemple. Mais la personne qui va déjà chez Toyota, souvent, elle a ça en tête. Elle va se dire, ouais, le véhicule est fiable. Mais là, le vendeur de chez Toyota, là, s'il veut vendre un char, là, faut qu'il vende peut-être un petit peu plus que la comment on dit, comment on dit ça, Reliability. ouais, exactement, en anglais, exactement. Puis, tu sais, ça peut être un argument comme, ah ouais, mais, tu sais, il peut avoir, le char, il est quand même performant, même si le char, il est pas tant performant. Je veux dire, une Camry, tu sais, c'est correct, là, mais ça va pas tant vite. Mais, tu sais, si le vendeur est capable d'amener des arguments, puis de parler de chevaux vapeur, puis la personne à la base, elle se disait, ah, moi, je prends un char chez Toyota parce que c'est un bon char. Ah, mais finalement, ah, OK, je savais pas ça fait de la vitesse. Ben, pas que ça fait de la vitesse, mais que ça va quand même, c'est quand même un bon char, il y a une bonne accélération, etc. Fait que le vendeur, un peu, c'est de mettre en accord le client sur ses points pour en revenir en bout de ligne que c'est un bon char qui fait généralement tout en tant que tel. Je sais pas si tu comprends un petit peu le point que je veux dire. Là. Ouais, mais en même temps, je le sais, tu sais, oui, on parle d'art de la conversation, tout ça, mais la vente, il y a une autre partie aussi, c'est un peu l'art de la bullshit, ou ben en tout cas, l'art de faire signer la personne là pour avoir ta cote, tu sais, c'est de l'art ça aussi, là. Eux autres, c'est comme dans leur mandat un peu des fois de contourner certains points, puis tu sais, ils vont pas te dire 100% tout qu'est-ce qu'il y en est, ils sont là pour faire de l'argent, c'est une business, hein, 100%. fait que eux, ils ont le beau parler pour t'amener justement au point final qui est de signer, d'acheter, de consommer, peu importe qu'est-ce qu'ils vendent, tu sais. 100%, t'as raison. Ça avec, il y a une C'est part sûr. là-dedans qui change, mais... T'amènes un bon point. Mais c'est un art, ça aussi, là, tu sais. C'est pas nécessairement tout le temps positif, mais c'est comme l'art du beau parleur là, qui te fait croire des choses. La vente, c'est ça, là, parce que si... Je pense pas qu'ils sont honnêtes à 100% dans tout ce qu'ils disent. Puis ils vont, oui, beaucoup, mais il y a un 20-25% là, ils naviguent, ils pataugent, puis ils veulent que tu signes là. Ouais, 100%. Je pense que oui. Puis, tu sais, moi, ça m'amène à une question aussi que j'ai eue il y a longtemps sur comment être un bon vendeur éthique. Puis souvent, tu sais, j'ai entendu ça récemment que souvent, les gens qui font le plus d'argent dans le monde, ben, c'est les gens qui sont pas très souvent, qui sont pas vraiment honnêtes en tant que tels, tu sais. Puis, La façon rapide. ouais, la façon rapide, 100%. Puis je me dis, est-ce qu'il y a moyen de concilier, exemple, je te pose la question, un vendeur qui va avoir la tête tranquille, puis qui a toujours marché droit dans la vie, puis qu'il se dit, moi, je veux être éthique, je veux être un vendeur éthique. Penses-tu que ce vendeur-là, d'une certaine façon, a une façon de réussir pareil, même s'il veut vraiment, il veut pas, comment on dit, il veut pas crosser personne, il veut vraiment offrir un bon service, puis avoir, tu sais, comment un vendeur pourrait approcher sa vente sans nécessairement vouloir fourrer l'autre personne? À 0%, tu sais, tantôt on parlait de 20%, 15%, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je pense que ça partirait surtout de c'est quoi le produit qui s'est associé puis qui essaie de vendre. Je pense que déjà là, tu as une bonne idée s'il va falloir que tu crosses du monde ou pas. Là, 100%. Dans quoi tu t'es embarqué? C'est quoi là, qu'il faut que tu vendes? OK? À partir de là, ben là ça l'établit pas mal 50%, on va dire, de la direction de ta vente. Après ça, toi, comment tu amènes ça à la personne? Ça, c'est l'autre partie. 100%. Et après ça, c'est qui que tu as devant toi? Ça, c'est la dernière partie que tu n'as pas le contrôle. Ouais, c'est la vrai. seule. Ça, c'est la personne. Il y en a qui ont tendance à embarquer ou qui sont naïfs. Il y en a qui sont comme têtus, orgueilleux, puis ils vont confronter. Non, il y en a qui connaissent tout. Là. Tu vas aller là, mettons, tu essaies d'y vendre un char. Lui, il sait tout déjà. 100%, wow, fait que, tu sais, t'as ces trois sphères-là, je pense, ces trois dimensions-là de la vente, on va dire, de vendre un produit. Après ça, des fois, tu peux vendre un service aussi. Ça, c'est différent. Ça n'a pas, tu sais, comme, admettons... c'est ça, il y a différents travails, puis ceux qui vendent un service, ben là, c'est différent encore là, mais c'est vraiment du cas par cas, là. Tu sais, l'honnêteté dans tout ça, ben, ça va dépendre de ces trois facteurs-là. Ça va dépendre de c'est quoi aussi, toi, à la base, ton intention derrière ça. Si c'est de faire de l'argent, ben 9 fois sur 10, faire de l'argent, on va choisir la voie rapide, puis ils vont crosser du monde, ils vont mentir pour se rendre à l'appât du gain. Là, ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire 100%. Puis tu sais, ça, c'est un peu plate parce que je pense qu'on a tous été victimes de ça d'une certaine façon ou d'une autre, d'un vendeur qui
qui fait une pratique malhonnête en tant que telle. Puis je pense que le meilleur exemple, tu sais, Belle Vidéotron. Puis souvent, le monde va être porté à dire Belle parce que souvent, Belle fut un temps où vraiment Belle, on dirait qu'il fistait tout le monde. Genre que t'achetais 3 services à la maison, qu'on te dit au téléphone, ça va te coûter 90$, puis qu'après 3 mois, c'est rendu à 250$, tu sais. Puis je T'as pense... pas lu les petites lignes. Ah, exactement, tu sais, puis... Petites lignes. 100%. Puis c'est ça, tu sais, c'est pour ça que je me mets en l'esprit que, tu sais, je me cherche aussi, tu sais, au niveau comment je pourrais dire ça? Je cherche à multiplier les sources de revenus. Je pense que ça, n'importe qui, pas n'importe qui est dans le processus de vouloir le faire. Mais je pense que tout le monde a déjà voulu y penser. Beaucoup de gens aussi essayent de le faire. Puis il y a quelques personnes qui le font déjà en tant que tel. Puis je pense que ça, c'est une clé vers le succès aussi. Une clé vers le succès. C'est-à-dire que l'argent n'est pas associé directement au succès, mais comme tu me l'as si bien dit souvent, l'argent, c'est les outils nécessaires pour accomplir tes rêves. Let's go. Donc, tu sais, je me dis que c'est quand même important, justement, d'avoir une source de revenus qui est diversifiée. Mais la question que je me pose là-dedans, c'est comment je pourrais, tu sais, devenir vendeur, mais me dire devenir vendeur de manière éthique, comme on parlait tout à l'heure, justement. Puis on se dit, exemple, ça serait, selon toi, là, exemple, on passe du coq à l'âne là, rapidement, mais toi, exemple, tu t'en vas chez un vendeur acheter un char. OK? On va dire tu cherches un pick-up, puis toi, t'es pas vraiment. T'as pas de marque nécessairement de préférence, que ce soit GMC, que ce soit Ford, que ce soit whatever. C'est quoi que tu vas rechercher chez ton vendeur? C'est quoi les qualités que tu vas rechercher chez le vendeur? Est-ce que toi, tu vas préférer avoir, exemple, petite question rapide comme ça, un vendeur qui connaît plus sur son produit, mais qui a moins de tact et amabilité avec toi, c'est-à-dire qu'il y a moins une connexion qui est là. Tu sais, moi, on dirait que je suis un gars comme ça, j'aime ça, genre les vendeurs. Moi, c'est comment je m'entends avec toi. Comment d'une certaine façon, c'est quoi l'énergie Ouais, qui mais est... moi, je pense, je te laisse pas finir, là, Ah mais je te ouais, vois pas de venir. stress. Puis moi, je pense que malheureusement, c'est comme ça que tu te fais fourrer aussi. C'est ça un peu le trait de personnalité des bons vendeurs qui sont un peu dans le mensonge, puis ils vont être charmants, tu sais, Ah un ouais, charlatan, 100%. comme on Ben ouais, appelle ben ça. ouais, ben Il va ouais. être charmant, tu vas aimer ça, son énergie, son vibe, puis tu vas oublier peut-être que la qualité ou le service de ton produit va pas être top parce que l'expérience est le fun, genre. Ah, je comprends Tu sais, ce que tu veux dire. c'est comme à la ronde, t'as l'impression d'être dans un roller coaster. 100%. Dans le Puis sens quand. Mais c'est ça, c'est souvent comme ça que tu vas te faire avoir. C'est vrai. Moi, je serais plus le contraire. Je m'en calisse vraiment. C'est quoi son approche? Connais-tu le produit ou pas? Parce que moi, je veux l'acheter, là, mais je veux pas me faire fourrer. Peut-être j'ai été regardé dans 2-3 places avant, peut-être pas. Souvent, c'est ça. T'es mieux de commencer à faire une étude de marché. Parce que oui, des fois, justement, tu vas tomber sur quelqu'un qui va t'amener un produit, il te vend ça super beau, super bien. Puis là, si t'es assez naïf, tu l'achètes sans avoir étudié le marché, peut-être avoir checké avec un autre compétiteur. 100%. Normalement, tu le fais au moins avec 3. Parce que c'était sur les émotions. Puis c'est tout ça, la Exactement. vente Ben oui. automobile, c'est sur les C'est émotions. ça, ta plus grande arme en tant que vendeur, c'est l'émotion puis le momentum. 100%. 100%. Je suis 100% d'accord avec toi parce que les gens achètent sur l'émotion. Là. Tandis que 100%. s'il faut qu'ils réfléchissent, tu Là, viens d'éliminer 50% de tes chances. C'est vrai. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu sais, ça m'amène aussi au fait que je vais pas mentionner le dealership en tant que tel. Je vais pas mentionner la marque non plus pour pas tâcher personne. Mais aujourd'hui, il y a cette semaine, je suis allé voir 2 véhicules. Dans le fond, je voulais aller voir 2 véhicules, 2 nouveaux véhicules en tant que tel. Puis je texte mon vendeur parce que je me dis que c'est bien du moins que je texte mon vendeur pour lui dire que, tu sais, j'aimerais ça parler avec lui. J'ai déjà fait affaire avec lui. Fait que je me dis, j'ai eu quand même une bonne expérience en règle générale, puis je me suis pas fait citer nulle part. Fait que je me suis dit, en tout cas, on sait pas, hein, mais ça a pas l'air. Mais où je veux en venir avec ça, tu sais, dans le fond, il m'a dit, moi, j'arrive dans 20 minutes. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon. J'ai dit, je le texte, j'ai dit, OK, c'est bon, mais juste texte-moi, pas texte-moi, mais j'ai dit, si t'as pas de client, je vais être là, je vais t'attendre, prends-moi. Il m'a pas répondu. J'ai fait, OK, whatever. Il est arrivé, quand il m'a dit 20 minutes, il est arrivé 40 minutes après m'avoir, 1 heure après m'avoir dit qu'il allait être là dans 20 minutes, dans le fond. Là, j'étais comme, OK, déjà, là, ça m'a donné un goût assez amer. J'étais comme, OK, c'est bizarre.
Puis là, je m'en vais à l'autre concessionnaire le lendemain pour dire que j'ai pas signé le char parce que whatever. Là, c'était pas. Je chantais pas que c'était une méga affaire. Là. Puis j'étais allé à l'autre concessionnaire parce qu'il y avait le char que je cherchais une année année plus récente, 10 000 de moins. Puis ces générations-là étant quand même pas mal plus appréciées par les enthousiastes automobiles. Là. Puis en bout de ligne, la personne j'ai dit OK, je suis arrivé, on a un rendez-vous à 7 heures. Je fais ça, je parle avec, je lui donne le VIN du char pour qu'il fasse l'estimé du prix de mon véhicule actuel. Puis finalement, ben, je suis arrivé là, il est en train de signer avec quelqu'un. Fait que je me suis dit, OK, ben ça me dérange pas d'attendre un petit 30 minutes, 40 minutes, le temps qu'il signe les papiers. Mais j'aurais quand même aimé que le vendeur vienne me voir et me dire, hey, excuse-moi, tu vois que je suis avec des clients, whatever. Il n'est pas venu, j'ai donné mon numéro de téléphone, j'ai dit, je vais aller faire le tour des dealers, rappelle-moi. Là, il me texte 1 heure après pour me dire, ah, ils t'ont donné X nombre d'argent pour le char, on te donne 5 000 de moins. C'est quoi cette expérience-là, man? Genre, what the fuck, là, tu sais? Puis fut un temps où j'ai eu un bon service avec ces deux vendeurs-là, mais la deuxième expérience, j'ai trouvé ça encore plus médiocre parce que dans le sens que on dirait que dès que la personne, elle sait, ben, le vendeur dans tant que tel, qui sait que la vente est moins assurée puis tout, là, tu vois sa vraie personnalité. Là. C'est plus son... Tu sais, moi je suis un gars, j'essaie, en tout cas, j'aime les personnes authentiques. Puis quand la face vendeur, c'est ça que j'ai l'impression que des fois, les vendeurs ils jouent des rôles, justement, comme tu disais tantôt, puis que c'est pas leur personnalité. Tu sais, moi, ma vente, puis tout, j'ai pas de dédoublement, pas de dédoublement de personnalité, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai pas une autre personnalité pour être un autre vendeur, par exemple. I want to stick to myself, you know? Fait que c'est pour ça que des fois, en vente, quand j'étais jeune, puis j'avais des postes de vente qui s'ouvraient à moi, puis tout, puis après, ils me parlaient de comment vendre, puis tout, puis j'étais comme, ouais, mais c'est immoral pour moi, ça fait pas avec mes valeurs, tu comprends? Je trouve ça wack, genre, pourquoi faire ça? Non, non, non. Puis comme des trucs qui sont vraiment immoraux, là, que ça avait pas genre de sens sur un point de vue moral, puis finalement, ben, tu sais, j'ai fait, ben, laisse faire ça, tu sais, puis là, d'où je viens à sortir cette conversation-là, que, tu sais, comment être un bon vendeur sans nécessairement jouer le rôle du charlatan, comme tu dis. Juste en étant toi-même, puis en disant les trucs. C'est ça, puis c'est d'être authentique à ton produit, mais 100%. Tout ça pour en revenir, tu me parles de vente. Moi, je regarde autour de moi, puis j'en vois plein de ventes dans ce qu'on fait déjà. Tu sais, que ce soit les snacks exotiques, que ce soit la merch, les brands, que ce soit la musique. On se fait un longtemps là, qu'on navigue au travers de tout ça, puis qu'on vend des trucs ou on offre un service, parce que la vente, comme j'ai dit tantôt, oui, il y a la vente d'un produit, mais il y a un service aussi que tu peux vendre. C'est 100%. Différent, mais c'est la même famille, la même chose. Puis c'est ça fait longtemps qu'on fait tout ça. Tu parles de vente, toi, c'est quoi que t'aimes au travers de tout ce parcours-là? Puis c'est quoi que tu as appris là-dedans, puis c'est quoi qui t'anime, puis peut-être quelle affaire plus qu'un autre, que ce soit dans tout ce qu'on a fait, les événements, les snacks, la merch, tout ça, tu sais, ça en est de la vente, là, ça aussi, là. 100%. Qu'est-ce que t'auras à dire? Je pense que, tu sais, il y a un but aussi précis là-dedans, c'est-à-dire, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quoi le produit que tu vends. Ça, c'est la première chose qui va rentrer en ligne de compte quand tu dis que tu veux faire justement une job dans vente, mais que tu veux pas nécessairement être un charlatan, comme tu disais, ou whatever, tu sais, d'être perçu comme, on va dire, les mauvais vendeurs. Ben, pas les mauvais vendeurs, mais au point de vue moral, tu sais, si vraiment les personnes, pas qui abusent, mais en même temps, tu sais, la ligne est mince en même temps, tu sais, le libre arbitre, c'est là qui rentre en jeu en tant que tel, mais des fois, il y a des valeurs dans la vente, comme si tu es pour mentir. Par exemple, mentir, je donne un exemple, mentir. Tu sais, je trouve ça bizarre, tu sais, quand tu y penses en tant que tel, que tu dois mentir pour que le client adhère à ton service, puis que tu le sens en bout de ligne que la personne vient de se faire fourrer. Ça, je trouve... Tu l'as dit, tu sais, c'est l'honnêteté si t'aimes ton produit. Du pourquoi nous, tout ce qu'on a ici, tu sais, c'est des choses qu'on a parti de notre plein gré, de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a de l'honnêteté, mais c'est pas tout le monde. Il y a plein de gens qui embarquent dans des produits ou des services qui n'ont pas démarré, qui font pas nécessairement partie. Ils sont juste vendeurs du truc. 100%. Ils sont pas, tu sais...
sont pas dans le projet nécessairement. T'sais, ils l'ont pas bâti. C'est bien différent l'approche. Là, Ouais. fait que c'est pour ça qu'il y a un NIT, puis c'est le fun ici, tout ce qu'on a fait, que ce soit les snacks dans les événements, offrir le service de l'événementiel, de la musique, de la merch, du brand, tout ça, se développer au travers de ça, c'en est de la 100%. vente, puis t'apprends. C'est pas tout le temps en ayant un cours, il y a des choses qui se font par soi-même aussi. On parle souvent du self-made, mais c'est pas tout le monde qui a les couilles de bâtir des projets, puis de répéter, puis d'essayer, même si des fois c'est pas parfait. Puis il y en a beaucoup qui vont abandonner au travers de tout ça, mais c'est là que tu apprends vraiment ta place, puis que tu te fais en tant que vendeur là-dedans. 100%. Puis, c'est ça que je voulais savoir tantôt quand on parlait un peu de ce parcours-là. Y a-tu un moment, toi, dans tout ça que tu te rappelles, puis en tant que vente de service ou vendeur, que tu étais fier de toi, ou c'était quelque chose de le fun qu'on pouvait offrir au monde, parce qu'on a fait plusieurs affaires. 100%, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est un bon point dans le sens que, tu sais, de penser à une expérience positive. Je dirais que, exemple, We Munch, tu sais, on a travaillé, veux pas d'une certaine façon, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on a construit ensemble, tu sais, c'est une des business qu'on a construit ensemble, puis le fait qu'on pouvait vendre nos produits, tu sais, dans les fêtes, dans les soirées. Premièrement, je trouvais que c'était nice parce que c'est qu'est-ce qu'on amène au public. Moi, moi, je le vois aussi de cette manière-là. Qu'est-ce que ton produit amène? Là, après, tu sais, je veux dire, c'est une expérience. Les gens ont de l'alcool, on va dire, puis ils voulaient avoir, on va dire, je sais pas, un drink spécial ou comme, tu sais, quelque chose pour faire changement, tu sais. Puis c'est comme, d'une certaine façon, c'est nice parce que c'est des nouvelles expériences. Moi, je le vois comme ça en tant que tel. On offre une nouvelle expérience. Après, c'est sûr qu'on est des marchands de sucre en bout de ligne. Fait que, tu sais, c'est quand on voit ça d'un autre point de vue, on peut se dire, ouais, mais c'est pas tant bon parce que. Mais là, tu le vois, tu l'as ton exemple comme t'expliquais tantôt. 100%, mais c'est différent, right? Parce que là, c'est le libre arbitre. La personne décide, c'est un engagement. La personne achète le produit. Donc, je veux dire, d'une certaine façon, si l'acheteur, on va dire, achète le produit en tant que tel, c'est pas nous qui l'a obligé, puis on a tordu le bras pour le prendre en tant que tel. Non, mais tu comprends quand même que la ligne est mince dans le vente. Ouais, ça, c'est sûr. T'as un produit, t'as un service, il faut que tu le mets de l'avant, il faut que tu trouves un public, une clientèle, puis il faut que tu fasses une transaction. Ouais, 100%. Faut faire une transaction en tant que telle, c'est sûr. C'est ça qui arrive. Peu importe c'est quoi que tu mets dans l'équation, ça va être ça au final. Puis soit tu y vas à fond la caisse ou tu y vas pas. Dans la vente, je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure vraiment. Dès que tu as de l'air de douter, les gens vont douter puis 100%. Ils achèteront pas. Fait qu'il y a une certaine assurance, il y a un certain charisme. Il y a la communication. Si tu me demandais tantôt qu'est-ce que ça prend pour un vendeur, c'est ça là, que je te dirais. Puis c'est ça, c'est un beau parcours au travers de tout ça. On l'a vécu, tu parlais des événements, les snacks exotiques, ça a grandi un peu au travers de tout ça. Puis c'est ça, hein, il y a bien du sucre là-dedans, comme tu le disais, mais le monde, ils ont des drinks à faire. Puis c'est l'offre à la demande. C'est ça, ils vont prendre un 7-Up. Mais les gens qui viennent acheter un char, c'est la même chose. Ils se pointent là, puis ils veulent un produit, il est là, puis tu le vends. Mais tu sais, le bon vendeur, on va dire le bon vendeur dans le spot de char, il m'a dit, si, exemple, il vend un char en ayant offert une bonne offre à la personne, on va dire, en tant que telle. Elle s'est pas fait avoir nulle part. À part peut-être le taux d'intérêt qu'elle a payé haut, mais la personne, elle savait qu'elle allait payer un taux d'intérêt haut. Mais je parle plus des vices cachés, tu sais, parce que souvent, la vente où tu te fais crosser, c'est des vices cachés, right? C'est comme des choses qu'on t'a pas dit, qui étaient écrites en petits caractères, puis que on a pris assumption que tu le savais ou on te l'a juste pas dit parce qu'on voulait pas en parler nécessairement en tant que tel. Mais tu sais, comme on disait tantôt, la ligne est fine. C'est là que je me dis, mais ce bon vendeur-là, est-ce qu'il vend toujours ses chars de même? Puis il est toujours, honnête envers le client en tant que tel. Puis tout. Mais je pense qu'il y en a que oui. Je pense qu'il y en a vraiment qui ont masterisé cet art-là, justement, d'être un vendeur, mais de le faire, justement, plus d'une manière éthiquement correcte, sans nécessairement fourrer du monde. Moi, je pense qu'un vendeur non éthique, souvent, c'est juste quelqu'un qui va fourrer du monde pour plus d'argent en tant que tel, tu sais.
Après, ça dépend. Parce que là, si tu parles d'un produit, tu fais un produit, mais tu le vends super cher. On va dire, exemple, Louis Vuitton, il charge très cher la maroquinerie, là, tout ce qui est fait en cuir. Fait qu'on va dire les valises, etc. Tu payes super cher. Est-ce que c'est ça que ça coûte à faire? Non. Là, les gens vont dire, ouais, mais tu fais beaucoup d'argent parce que tu fais 400, 500, 600, 700, 800% de marge de profit par rapport à l'investissement initial que tu as mis. Mais tu sais, c'est un nom. Les gens ont donné cette importance-là à cette marque-là. Fait qu'ils peuvent se permettre de le faire. Tu comprends? C'est dans cette optique-là. Moi, je pense que vraiment plus dans ce qui est côté éthique, la première chose que je peux penser vraiment, c'est tu faut quelqu'un sur quelque chose qui n'était pas écrit, qui n'était pas dans le contrat en tant que tel. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il n'y a pas de vis caché, il n'y a pas de frais qui s'adonnent. Genre du over MSRP, pour moi, ça en est, ça, du over MSRP. Ça veut dire que ton char, il vaut 30 000, ben tu vas le vendre 35 000. Le même char, là, genre ça, c'est exactement ce prix-là, mais tu le vends 5 000 de plus. Ça, c'est over MSRP. Au final, c'est l'appât du gain, puis ça, c'est dans l'humain. On veut toujours le plus pour le moins. 100%. Puis c'est ce qui a fait la différence entre les millionnaires puis souvent ceux qui le sont pas. Hein. Au final, c'est ça, l'appât du gain, puis celui qui le veut le plus va aller le chercher. Tu sais. Puis tu parlais justement de merge, de vente. Je te vois avec le brand du podcast. LV, yes. Tu portes encore. Puis moi, je viens de recevoir là, pour cet épisode-là le BMC Bamis. Check ça, mon boy, en arrière. Ouais, lève-toi, montre-nous ça, chum. Ouais. Malade. Tout, hein? Ouais, vraiment nice. Je vois que ça pour le podcast. Ici, c'est le fun parce que on porte nos propres affaires tout le temps, chaque émission. Exact, 100%, ben oui. Puis c'est ça la beauté, tu parles de vente, mais d'avoir ton propre produit puis de pouvoir le mettre en marché. Puis, tu sais, on parle de musique, on parle d'événements, tout ça. Il faut qu'il y ait un roulement, puis il faut que l'argent se prenne à quelque part pour pouvoir faire marcher tout ça, puis rouler tout ça, autant de vie d'artiste. Tu veux être attaché à des vêtements, on le porte, ça fait partie de la culture, ça pousse le mouvement, peu importe qu'on soit dans des podcasts, dans des vidéos, c'est tout ça, hein, on consomme tous les mêmes trucs. Puis quand tu es capable de pouvoir t'autofinancer, faire tes propres projets, avoir tes propres produits, faire de la vente, mais pour toi, pour un produit que tu crois vraiment, c'est là que l'honnêteté, elle vient pour revenir à ce que tu voulais dire tantôt. C'est là que l'honnêteté, elle vient. Quand tu crois en ton produit, puis que tu es fier de ça, puis que comme... Tu sais, 100%. Mais en tant qu'employé, souvent, si c'est monsieur, madame, tout le monde qui vendent un produit ou un service qui n'ont pas rapport, ben ils seront pas rattachés au truc, puis ils vont juste vouloir voir l'appât du gain derrière ça, parce que c'est une job. C'est encore lisse, hein? C'est vrai. Quand c'est une job, c'est vrai que quand c'est une job 9 à 5, souvent, tu y penses pas nécessairement. C'est là que je pense que c'est vrai. Quand tu fais dans le fond, quand tu regardes le cadran du cash flow, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Cadran du cash flow, tu as l'employé. Après, tu as si je me trompe pas, c'est ça. Tu as l'employé avec le travailleur autonome. Puis après, tu as le gestionnaire d'entreprise. Ben, je veux dire, on va dire tu gères des business en tant que tel. Ouais. Et fait que tu as plusieurs de tes business qui roulent. Puis les investisseurs de l'autre côté du cadran du cash flow en tant que tel. Fait que les vendeurs, puis on va dire les travailleurs autonomes en tant que tel, ils ont quelque chose en commun. C'est que s'ils sont pas là, il n'y a pas d'argent qui se génère. Donc, pas de revenus résiduels en tant que tel. Donc, c'est là que c'est quand même intéressant de faire ça, de regarder ça, parce que quand tu regardes de l'autre côté du cadran du cash flow, c'est que tu réalises qu'eux sont capables de générer un revenu passif. Tu sais, de ne pas être là, puis d'être capable de générer de l'argent quand même en tant que tel. Puis c'est là que je trouve que, c'est pour en revenir à ce qu'on disait, quand c'est ta business, quand c'est à cœur, c'est ton image, c'est ton nom, c'est là que tu es prêt à aller de l'avant. Tu ne représentes pas une marque de voiture, tu te représentes, tu sais, c'est toi l'ambassadeur de tes propres truc, you know? Puis je pense que ça, c'est important, man. C'est nice que tu parles de ça parce que c'est vrai, man. C'est un feeling. C'est un feeling. Être entrepreneur, puis c'est une fierté. On parlait de chimie dans des épisodes précédents d'avant ça. C'est un peu ça. Tu peux pas le toucher, tu peux pas le voir. C'est une énergie, c'est une chimie. There's a natural mystic blow into the air. C'est ça. Yes. Pour ceux qui le savent.
Puis, ouais, man, à chaque semaine, des belles conversations comme ça, on essaie juste de développer, de pouvoir le faire avec vous qui nous supportent, élever un autre projet cette semaine que vous allez pouvoir voir. En bas, n'oubliez pas de commenter, partager, liker, abonnez-vous à la page. On a de la merch encore présente, vous voyez, on en a d'autres. Les artistes qui veulent travailler avec nous, on va pouvoir avoir la merch ici sur l'émission. Puis plein de belles choses qui s'en viennent. Restez à l'affût, suivez-nous. And we out.